Et si tu veux donner, il y a un moment, faut avoir. Voilà, sinon, tu peux plus donner. Il y a un moment, tu comprends plus pourquoi tu n'y arrives plus. Tu sais plus où tu habites. Et en fait, tu perds pied sans même t'en rendre compte, quoi. Donc, la première clé, c'est écoute-toi, prends soin de toi. Ouais. C'est s'écouter. Et c'est forcément la dernière chose qu'on fait parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Je me suis dit, il a raison, en fait. C'est pas une histoire de taille, de stupidité, c'est une histoire d'envie, quoi. Et j'ai envie de le faire. Donc j'avais les yeux qui brillaient. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi, aujourd'hui, de m'autoriser quelque chose qui paraît dingue, quoi. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Pourquoi pas moi, c'est un podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. C'est un bilan de compétences, nouvelle génération, trouver ma mission de vie et écouter ma petite voix, finançable à 100% avec votre CPF. C'est un livre. Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail. C'est le TEDx, je n'ai plus peur du dimanche soir. Et c'est une newsletter hebdomadaire. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un homme hors du commun. Après une école de commerce, à 23 ans, il monte son entreprise qui entre en bourse quelques mois plus tard et finalement ne passera pas le cap des 3 ans. Pierre deviendra dirigeant d'entreprise et alors qu'il n'est pas particulièrement sportif, la rencontre avec un homme lui a donné l'envie de faire la traversée de l'Atlantique à la rame, sans assistance ni escale. 1 an plus tard, il atteint son objectif et transforme sa vie. Après 4 années, pour maturer ses différentes expériences, Pierre devient conférencier professionnel. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Pierre Mastalski. Bonjour Pierre. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors moi, c'est assez simple, c'est une paire de lunettes blanches. Puisque pendant la traversée, j'ai porté ces lunettes-là. Et alors, c'est plus les mêmes puisque je les ai perdues, elles sont cassées. Mais du coup, j'ai toujours des montures blanches. Et pourquoi blanches? Alors ça, je sais pas. Je suis parti avec des lunettes blanches et je t'avouerais que c'est ce qui est resté. Donc, c'est un peu ton porte-bonheur. C'est un peu mon porte-bonheur, ouais. Trop bien. Est-ce que, avant que tu nous parles de la traversée, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi en région parisienne. Je suis né dans le 91 à Palaiseau. Donc j'ai grandi en région parisienne. Et puis ensuite, je suis parti sur Strasbourg, où les enfants sont nés, les premiers boulots, les études. Et puis après, retour sur Paris, retour sur Strasbourg, et puis choix de vie dans le sud. Il y a une quinzaine d'années maintenant. C'est pour ça qu'on a le plaisir de se voir en vrai. Exactement. C'est bien chouette. Est-ce que tu pourrais nous raconter quel type de petit garçon tu étais? Alors j'ai une anecdote surtout de ma maman qui m'appelait le bâton merdeux. Alors pourquoi bâton merdeux? Parce qu'elle savait jamais par quel bout me prendre. Donc j'étais assez dynamique, assez difficile à gérer, plutôt vif. Tu le vivais comment quand elle te disait ça? J'ai mis longtemps à comprendre. Ouais. En fait, j'ai mis longtemps à le comprendre, que c'était parce qu'elle avait toujours du mal à me cerner. Ouais. Mais en fait, oui, c'était plutôt affectif. D'accord. Et quand tu étais un petit garçon, c'était quoi tes rêves? Oh, moi j'ai beaucoup lu les Jack London et donc tout ce qui est aventure m'a toujours passionné. Puis les gamins aiment bien les pirates, les pompiers, les camions, mais plutôt l'aventure, oui. Ouais. Et tu disais quand je serai grand? Ah, quand je serai grand, quand je serai grand, c'est ce que je suis devenu, aventurier. Ouais. Mais en fait, j'y pensais pas Non, j'y pensais pas forcément petit. Mais c'est peut-être quelque chose qui me trottait. Moi, c'est toujours des bouquins qui m'ont fait rêver. T'as des oiseaux qui se posent sur des bras. T'as des mecs qui traversent les trucs avec des chiens. Enfin voilà, je trouvais toujours ça génial. Donc oui, c'est quelque chose que j'avais certainement en tête. Ouais. C'est ce que j'appelle la mélodie de la petite voix. Ouais. Ouais, la petite voix. Alors c'est pas forcément parce qu'après, plus on grandit, plus la petite voix, on a tendance à moins l'entendre ou à moins l'écouter. Mais elle est toujours un peu présente. Ouais. Elle est un peu souvent écrasée par l'adulte qu'on devient, puis le parent, enfin bref, les responsabilités, les machins. Mais ouais, s'autoriser à écouter et à entendre cette petite voix, ça fait briller les yeux. Donc ouais, moi j'ai toujours certainement eu ça au fond de moi. Ouais. Et au moment de faire le choix de tes études, ça s'est passé comment pour toi? Bon, là c'est un vaste débat. C'est plus mes parents qui ont été là, puisque j'étais
un peu peut-être trop sûr de moi, et à la fois je pensais que j'allais pouvoir faire ce que je voulais, et après le bac je me suis dit mettez-moi en fac, et mes parents me dit attends, toi en fac tu vas jamais rien faire, et ils avaient certainement tout à fait raison. Donc ils m'ont inscrit dans un BTS, donc j'ai fait un BTS de commerce international, une école de commerce, mais c'est plus eux en fait qui m'ont aiguillé, et moi j'ai suivi, et j'ai bien fait. Parce que je pense que j'y serai encore en fac. Et donc école de commerce, et là tu te dis qu'est-ce que tu as des idées de ce que tu as envie de faire avec ça? C'est toujours difficile quand tu sors de l'école, tu as toujours l'impression que tu vas être manager tout de suite, parce que moi c'est une école de commerce. Bon, en fait tu commences à la base, vendeur, donc j'ai appris mes gammes, on va dire, et puis petit à petit, oui, j'ai évolué vers ce qui m'intéressait, c'est encadrer des gens, passer du temps avec eux, performer dans les équipes, voilà, monter une entreprise, toujours dans des projets. Je suis plutôt un homme de projet. Donc là, du coup, tu enchaînes les postes. Donc, tu as été ingénieur commercial et jusqu'à être directeur commercial. Tu as monté, du coup, une entreprise? Oui, alors j'en ai monté 2. Il y en a une qui fonctionne toujours, et donc je suis plus actionnaire dedans, et une autre qui s'est lamentablement cassé la gueule. Donc j'étais virtuellement très riche parce qu'elle a été introduite en bourse. Ok. Mais ça n'a pas duré très longtemps. C'était laquelle qui... Elle s'appelait One Media. D'accord. Voilà, c'était plus dans tout ce qui est technologie Bluetooth et échange de contenu, mais c'était pas tout à fait time to market. Enfin bref, un peu trop tôt et pas assez rapide. Ouais. Et beaucoup de cash. Voilà, ouais, d'où l'introduction boursière, et voilà, et beaucoup d'erreurs aussi. Et elle a duré combien de temps, cette entreprise? 3 ans. Et vous avez été introduit en bourse en 3 ans? Ouais. C'est incroyable. Ouais, on a fait une introduction boursière au bout de 7 mois. Waouh. Ça, c'est dans les annales, non? Non, mais il y en a qui le font beaucoup plus rapidement, mais nous on avait vraiment besoin de financement, de partenaires, et c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée à ce moment-là. Il s'avère que c'était pas celle dont on aurait eu besoin, puisque c'est beaucoup d'engagement derrière, de temps, et on avait besoin plus de temps pour développer. Ouais. Donc il aurait mieux fallu qu'on passe par de l'intermédiaire ou du financement autre que de l'introduction boursière. Exactement. Ouais. C'était à quelle époque? Voilà, ça fait une vingtaine d'années déjà. Oui, aujourd'hui, les levées de fonds, c'est quelque chose qui est monnaie courante, et à cette époque-là, c'était moins... Ouais, c'était un peu les balbutiements ou les débuts, c'était l'ouverture des marchés des télécoms, il y avait des gros énervements autour de tout ça, et on s'est peut-être laissé un peu embarquer là-dedans, jeune. T'avais quel âge? Je devais avoir 23 ans, 24 ans. Ah ouais, t'étais un bébé. Ouais. Et comment tu l'as vécu, du coup, on n'a pas laissé de plume dedans, donc c'est plutôt bien passé. Après, on a beaucoup appris, énormément appris, puisque c'est un très très beau projet avec des belles personnes, donc on est toujours amis, on se voit tout le temps, mais c'est vrai que ce projet-là, lui, n'a pas pu aller au bout. Mais après, chacun a fait sa vie ailleurs dans d'autres choses, et on s'est beaucoup servi des erreurs qu'on a commises, peut-être c'est pas de l'insouciance qu'on avait, mais à vouloir aller trop vite. Ouais. On s'est un peu brûlé, quoi. Enfin, on a surtout brûlé du cash, quoi, un peu trop vite. Et brûler les ailes aussi? Non, les ailes, non, parce on est jeune, tout était ouvert. C'était vraiment une période où on a énormément appris. Donc on a très vite tous rebondi dans d'autres choses assez rapidement, quoi. Et parce qu'on dit souvent qu'en France, l'échec d'un entrepreneur n'est pas valorisé, là où aux États-Unis, si t'as pas déjà planté une boîte, on va pas te faire confiance. Alors ça existe toujours. On est malheureusement très, on va dire, focus sur les études, sur le parcours, sur de là où tu viens, et globalement on te dit qu'une fois que tu as fait ça, t'as plus rien à faire. Bon, c'est un choix et un fonctionnement qui est différent. Moi, je l'ai jamais eu, peut-être par mon éducation. Pour moi, tout se mérite. On peut venir de n'importe où et réussir, et on a la chance en France de pouvoir le faire, parce qu'on a quand même un environnement qui est propice. Une liberté d'entreprendre qui est assez forte. Après, on n'a pas du tout le raisonnement des Américains, ça c'est sûr. On est beaucoup moins en confiance, on doute beaucoup plus, on est beaucoup plus freiné aussi. Mais ceci étant dit, ça veut pas dire que c'est impossible, bien au contraire, quoi. On est comme eux. On est comme eux, sauf que il faut qu'on gagne ce grain de confiance. Ouais, je pense qu'il y a besoin mais ça bouge beaucoup, hein. Oui. Moi, je me souviens, à l'époque, en école de commerce, monter une boîte, t'étais un taré. Maintenant, t'as des incubateurs directement dans les écoles. Enfin, ça n'a plus rien à voir, quoi. Si tu veux monter une boîte, ça n'a jamais été aussi simple. C'est ça.
Moi, je sais que j'avais fait une spécialisation gestion de PME à la fin de mon école de commerce. Je sais pas, dans la promo, on devait être 15-20 en fait. C'était la plus petite des classes de tous, là où tout le monde voulait aller en finance, en marketing et tout. Je pense qu'aujourd'hui, ça m'intéresserait d'ailleurs de les contacter pour leur demander les stats. Ouais, mais je pense que ça a beaucoup changé. Puisqu'il y en a plein qui rentrent en école de commerce pour le carnet d'adresses qu'ils vont avoir, mais surtout pour l'environnement propice à créer. Tu as tous les éléments autour de toi pour avancer, quoi. Donc c'est un gain de temps assez phénoménal, quoi. Ouais. Et du coup, là, donc vous plantez la boîte. Comment tu retournes du coup dans le salariat ? Alors je suis pas retourné justement dans le salariat. Je pense qu'une fois que tu as quitté le monde du salariat, c'est relativement compliqué d'y retourner. Donc je me suis associé en fait dans une structure qui était déjà existante et qui était plutôt en difficulté. On va dire financière, les produits étaient bons, le fonctionnement était bon, mais il y avait un passage qui était complexe où il fallait, on va dire, rationaliser, remettre un petit peu les choses d'équerre. Et pour la première fois de ma vie, j'ai fait tout ce que j'avais appris à l'école, mais que j'avais jamais fait, quoi. Parce que j'avais plutôt fait de la vente jusqu'à cette période-là. Et là, j'ai plutôt fait de la finance, de la compta, de la RH, voilà, et tout ce qui va avec, mais quand tu es en train de restructurer, qui est pas forcément le bon côté des choses, mais pour mieux repartir. Ouais. Pour signifier tout ça. Ouais, fallait vraiment plus qu'assainir. Ouais. Dans ta vie, il y a eu un événement incroyable, enfin quelque chose d'incroyable que tu as fait, qui, j'imagine, t'a changé ta vie. Ah bah oui, il y a maintenant 12 ans, j'ai décidé de traverser l'Atlantique à la rame, en solitaire, sans assistance, sans escale, enfin un peu comme un grand, quoi, entre Dakar et Cayenne. Et oui, forcément, t'as une décision qui est assez engageante vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton environnement, vis-à-vis de tes proches. Voilà, ça bouleverse beaucoup de choses. Donc il y a forcément un avant, il y a forcément le pendant, et puis comme à chaque fois, il y a l'après. Mais ouais, c'est quelque chose qui a forcément bouleversé alors pas forcément ma façon de voir les choses, mais ça m'a ramené plus à des choses essentielles. Ouais. Ça, elle t'est venue comment, cette idée ? Bon, alors c'est pas venu de moi du tout. J'ai souvent tendance à dire que j'ai été voir pour la première fois. C'est la première fois que j'étais sur un salon nautique, mais parce qu'un copain m'avait invité et m'avait surtout laissé entrevoir qu'on allait boire des coups, passer des bons moments. Et donc moi j'ai vraiment été pour ça. C'était mon unique motivation, c'était de le voir et puis de partager des moments avec lui. Et donc j'étais sans aucun a priori, et puis je suis tombé sur cette espèce de bateau, je savais pas trop ce que c'était, ça ressemblait à une aile d'avion, il n'y avait pas de mât, c'était très très étrange. Donc c'est plus une histoire de curiosité et de rencontre, puisque sur ce salon il y avait un petit bonhomme vieux, machin, et puis qui m'a renseigné, et puis à chaque fois que je lui posais des questions, il avait une réponse sensée, alors que moi je trouvais ça complètement débile et fou. Et puis à la fin du truc, il m'a dit qu'en fait si je voulais le faire, ça dépendait que de moi. Donc moi ça m'a fait beaucoup sourire, j'ai peut-être même un sourire narquois à ce moment-là, je me moquais de lui, et puis en fait il s'est barré et il m'a planté une petite graine qui a germé assez rapidement, mais ça m'a fait briller les yeux et je me suis dit il a raison en fait, c'est pas une histoire de taille, de stupidité, c'est une histoire d'envie, quoi. Ouais. Et j'ai envie de le faire. Donc j'avais les yeux qui brillaient, donc je me suis dit pourquoi pas moi aujourd'hui de m'autoriser quelque chose qui paraît dingue, quoi. Surtout qu'à l'époque, t'étais pas spécialement sportif. Non, si, comme tout le monde en fait, hein. On a tous fait du sport jusqu'à 14-15 ans, et puis après, il y a les études, il y a les copines, il y a les bars, il y a les premiers boulots, il y a les responsabilités, les enfants, etc., quoi. Et donc tu as tendance à t'oublier ou à mettre un certain chose de côté, et notamment ça. Donc c'est revenu bien après, mais maintenant j'y fais très attention. Ouais, parce que ce que tu me disais, que tu t'es levé ce matin pour à 5h du mat pour aller courir. Tout le monde ne fait pas ça. Non, mais moi j'aime bien le matin parce que alors après tout le monde n'est pas du matin. Je suis pas forcément plus du matin que les autres, mais quand la journée démarre, si tu t'es accordé un moment à toi, ce qui se passe derrière, tu le maîtrises pas. Donc ça c'est pris. Voilà. Alors qu'en fin de journée, c'est toujours. Moi, je trouve ça beaucoup plus complexe, ça demande encore plus d'efforts. Et puis même, on dit que c'est pas top au niveau de l'organisme, pour le sommeil, de faire du sport en fin de journée, c'est pas. Il y en a qui aiment bien. Oui. Donc il y a pas de règle, mais moi je sais que le matin, ça donne une teneur à la journée qui a absolument rien à voir, quoi. Quand tu redescends, tu sais pourquoi celui qui t'a relancé, tu l'as pas rappelé. Mais par contre, celui que tu devais rappeler, tu le fais parce que là, fallait le faire. Et donc, du coup, tu te dis, OK, j'ai envie de me lancer ce défi. Tu en parles à ta femme ?
Ah bah oui, forcément, oui. Elle réagit comment? Bah, elle m'a demandé si j'avais pas quelque chose d'un peu plus normal pour commencer. Tu vois, j'ai souvent une petite régate en bord de mer, on pourrait venir te voir avec les enfants. Tu vois, la baie de Saint-Tropez serait idéale. Mais après, elle m'a surtout laissé faire. Ouais. Et ça, c'est énorme. Parce que je pense que si elle s'était totalement opposée, ce que j'aurais vraiment pu comprendre, je l'aurais peut-être pas fait. Ou je l'aurais certainement fait différemment, ou voilà, donc j'aurais certainement pas vécu la même aventure, mais elle a vu que je partais pas pour fuir quelque chose, je partais pour vivre quelque chose, et donc elle m'a laissé vivre ce quelque chose. Donc c'est juste énorme, quoi. Après, elle est vite revenue à la réalité, que moi j'avais pas forcément anticipé ou estimé sur le fait que je puisse pas revenir, par exemple. Donc là, c'est vite revenu le contrat de mariage, les enfants, voilà. Donc c'est redevenu très basique, mais à la fois très normal. Moi, je m'étais pas posé cette question parce que pour moi, je partais pour traverser. Donc forcément, je revenais. Mais c'était une donnée quand même qu'il fallait prendre en compte. Donc je l'ai prise en compte et on l'a prise en compte. Et pour que tout se passe, entre guillemets, si jamais je ne revenais pas, que tout soit, entre guillemets, réglé. Ouais. Mais bon, finalement, tu te dis, il y a des accidents tous les jours, et donc finalement, ce que vous avez réglé là, c'est quelque chose que vous auriez pu régler tout court. Tout le monde a grandi, tout le monde a pris sa part d'aventure. On a tous, moi le premier, mais les enfants, mes parents, tout l'entourage, tout le monde prend son morceau et tout le monde prend une claque par rapport à ce qu'il n'a pas lui osé faire, ou voulu faire, ou compris. Et surtout, le doute que tu peux avoir ou la peur que tu peux avoir pour les autres, notamment pour tes proches, alors qu'en fait, ils ont juste besoin de ton soutien, quoi. C'est tout. Oui, Rien d'autre. On dit souvent que la vie des autres est le reflet de leur propre vie. Et que quand les personnes te donnent un conseil, c'est un conseil parce qu'ils veulent te protéger, mais mais c'est par rapport à leur propre peur, en fait. Mais complètement. Et puis c'est surtout intéressant parce que ça vient souvent de l'environnement proche, parce qu'ils te connaissent, parce qu'ils ont forcément des a priori, parce qu'ils ont leur propre peur qu'ils projettent sur toi, etc. Alors que quelqu'un qui ne te connaît pas va pas se poser ces questions-là. Il va t'écouter, il va adhérer à ton projet ou pas. Mais il n'a pas d'a priori sur toi. Ouais. Une bonne question, ça pourrait être. Moi, je pense que tu vois, j'ai écrit un bouquin et mon ex-mari m'avait dit, pour me protéger, en mode, je suis pas sûre que ça soit le bon moment pour toi d'écrire un livre. Et après, donc j'ai écrit mon livre qui a été publié et tout parce que je sentais au fond de moi que j'en étais capable et que j'en avais vraiment envie. Et il m'a dit, après coup, il m'a dit, mais en fait. Je ne t'en sentais pas capable parce que je ne m'en sens pas capable. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant de dire aux personnes, OK, là, ton avis, est-ce que c'est parce que toi, tu t'en sens pas capable ou est-ce que tu penses que je n'en suis pas capable? En fait, je pense que c'est toujours ceux qui vont s'opposer c'est parce qu'ils se mettent pas à ta place. C'est ça. Finalement. Et ce qu'on leur demande, c'est pas de se mettre à leur place. C'est d'enlever leur filtre à eux. Voilà, c'est pas de se mettre non plus à notre place, parce qu'on leur demande pas non plus, mais c'est de faire le nécessaire pour apporter quelque chose et faire que ça puisse se faire, tout simplement. Et donc là, le raisonnement est différent, parce que l'énergie n'est pas la même, c'est pas une énergie négative, c'est pas une énergie de peur, c'est une énergie de traitement des peurs, c'est une énergie de remise en question, c'est une énergie, voilà, donc ça n'a plus rien à voir, en fait. Ouais. Et donc, entre le moment où tu prends cette décision et entre le moment où tu as la graine qui est germée, celle où tu prends la décision et celle où tu pars, il se passe combien de temps? Alors moi, ça a germé hyper vite. J'ai l'impression que de toute façon, ça germe rapidement. Ça a germé hyper vite parce que je me suis surtout dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et pour avoir certainement enterré tellement de rêves, d'envie, toujours pour des raisons excellentes. On a toujours des bonnes excuses. Toujours les meilleurs du monde, quoi. Et là, je me suis dit, si je fais pas ça maintenant, jamais je le ferai, quoi. J'ai véritablement envie de le faire. T'avais quel âge? J'avais 41 ans. Donc certainement la fameuse crise de la quarantaine. Certainement. Mais donc ça a été très vite entre la décision et le départ, c'est une année. Ah, c'est hyper rapide. Ouais, c'est hyper rapide. Donc c'est le mauvais exemple et le très bon exemple à la fois, puisque tu peux caser un truc qui paraît dingue dans une année où tu travailles, où tu as des enfants,
Mais en fait, c'est ce que je dis souvent, quand tu as des objectifs, on a tous plein d'objectifs. Des fois, on n'est pas bienveillant vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on s'en donne tellement qu'ils sont tous en parallèle et ça devient compliqué. À partir du moment où tu les dates, et surtout quand il y en a un majeur daté, le reste vient s'enfiler derrière. Ouais, tu trouves toujours les... Ouais. Ça me fait penser à une personne que j'ai interviewée, Cyrielle. Elle était architecte et elle est devenue illustratrice. C'était son rêve d'enfant, mais elle s'était dit que dessinateuse, pour reprendre ses mots, c'était pas un vrai métier. Et quand elle était petite, et elle disait qu'elle avait pas le temps de dessiner jusqu'au jour où elle s'est dit, mais c'est ça ce que j'ai envie de faire. Et puis bon, à la pause d'âge, elle le faisait, le soir, elle le faisait. Et finalement, quand tu veux vraiment quelque chose, t'arrives à trouver le temps. C'est ça qui est merveilleux. Le temps, on a tous le même. Donc après, c'est les priorités qu'on se donne et surtout l'énergie qu'on met dans les temps dont on a besoin. Ouais, parce que le temps qu'on va passer sur les écrans à procrastiner, c'est ça. Moi, je dis souvent, moi, je suis pas né avec le téléphone. Par contre, j'ai grandi avec et surtout professionnellement et maintenant encore plus professionnellement. Mais je suis pas né avec, mais je passe quand même beaucoup d'heures dessus, même si j'essaie de les limiter. Mais quand tu penses aux gamins qui passent 6, 7, 8 heures par jour, moi, je leur dis juste, enlevez juste 1 heure. Faites un truc que vous aimez et en quelques mois, t'es le crack de ton domaine, quoi. Sans avoir rien vu venir, alors que les 8 heures que t'as passées devant ton truc, ça va pas t'apporter grand-chose, quoi. C'est ça. Au contraire, ça peut te ramollir un peu des neurones. Ça peut te ramollir. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça y est, c'est décidé, tu pars. L'idée, c'est de le faire en combien de temps pour avoir une notion? Donc c'est 4300... Alors c'est 4700 km, mais c'est plus que ça parce que tu vas pas droit. Voilà, tu vas pas droit et puis tu montes, tu redescends. Enfin bref, c'est du yo-yo permanent. Donc on est plus proche des plus de 5000 km. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'entre Dakar et Cayenne, il n'y a rien. Il n'y a pas une île, il y a 4000 mètres. Donc tu pars de Dakar? Ouais. Départ Dakar, arrivée Cayenne. Okay. Donc oui, c'est assez particulier, on va dire. Mais après, le temps n'a pas forcément d'importance, même si tu dois l'intégrer, mais c'est surtout les conditions, la manière dont tu vas réagir. Donc moi, j'avais prévu une 50aine de jours. Enfin, tu as quand même besoin par rapport à ton ravitaillement de savoir... Oui, moi j'avais prévu 55 jours, okay. Mais ça veut rien dire parce que sur cette même route, 2 années plus tard, il y en a qui ont mis 70 jours. Enfin voilà. Okay. Ouais. Donc c'est vraiment, si je m'étais basé sur le 70 jours, je serais parti avec 90 jours de bouffe. Mais par contre, celui qui s'est basé sur ce que j'ai fait en 42 jours et qui en met 70, lui, il va falloir qu'il réduise forcément ce qu'il a mangé ou qu'il pêche un peu plus. Oui. Est-ce que tu pêches du coup? Tu peux. D'accord. Donc là, du coup, tu es sans ravitaillement, donc ça veut dire que tu as tout en autonomie et sans escale. Il n'y a pas d'escale, il n'y a pas d'assistance et tu es en solitaire. Ok. Voilà, donc tu es vraiment en autonomie complète. C'est une course entre guillemets. Ouais, c'était parce qu'elle n'existe plus. Ok. Ce que j'ai aimé moi dans ce principe-là, c'est que tout le monde a le même bateau. C'est ce qu'on appelle de la monotypie. Donc il n'y a pas un bateau qui est plus lourd, plus léger. C'est pas comme dans la route du Rhum, il y en a qui ont des foils et non, tout le monde est à armes égales. Tout le monde est logé à la même enseigne. Les bateaux sont jaugés, donc contrôlés, pesés. Okay. La seule liberté que tu as, c'est l'aménagement intérieur. D'accord. Tu peux te mettre ta petite déco. Ouais, tu peux te faire ta déco. Mais tout le reste, c'est pareil pour tout le monde. Ouais. Donc, il n'y a pas de surface dépassante. Il n'y a pas... on part avec les mêmes armes, au même endroit et au même moment. D'accord. Donc, tu ne choisis pas ta fenêtre de tir. Oui. En même temps, on imagine qu'ils choisissent ceci par rapport aux conditions météo. C'est telle heure, tel jour. Ouais. Après, tu pars ou tu pars pas. C'est ça. Tu peux rester à quai et attendre que ça... Mais tout le monde part, quoi. Ok. Vous étiez combien? Il y avait 27 bateaux au départ. Et à l'arrivée? Il y en a 14. Il y en a toujours on va dire un gros tiers qui ne traverse pas pour plein de raisons. Ça peut être physique, mental, technique. Mais voilà, t'en as un gros tiers en général. Ouais. Donc là, du coup, toi, t'es arrivé en 42 jours. Et le premier? Le premier met 37 jours. Je suis pas loin derrière. Ouais, non, c'est clair. Je veux dire, j'ai envie de dire déjà d'avoir fini, c'est déjà incroyable. Moi, c'est ce qu'on me disait au départ. Qu'est-ce que tu vises? Moi, je visais rien du tout. Moi, je visais juste traverser. Oui, mon objectif, c'était de traverser, quoi. Et de toute façon, la place serait forcément la plus belle parce que ça voulait dire que j'ai réussi à traverser, quoi. Oui, c'est ça. Donc le reste, j'en avais absolument rien à.
Alors, rien à voir en termes de défi, mais pour moi, c'était un peu mon Everest à moi. J'ai fait le Marseille-Cassis. Ah, je l'ai fait aussi cette année. Là. Et on m'a dit, c'est quoi ton temps? J'ai dit, mais on s'en fiche, en fait. Tu sais quoi, tu vises quoi comme temps? Mais moi, je dis, je vise de le finir sans vomir à l'arrivée parce que ça veut dire que j'aurais été OK par rapport à mon corps. Et d'aller boire un petit coup sur le port de Cassis. Ouais, et puis, moi j'avais de la chance parce que j'avais une amie qui avait ses grands-parents ou arrière-grands-parents avaient une maison sur le port de Cassis. Donc du coup, on a pu, c'était l'époque, à cette époque-là, on arrivait sur le port de Cassis. Et mais bon, ce jour-là, c'était, il y avait une tempête, un truc de malade mental. Il y avait des bourrasques de Mistral. Enfin, on est arrivé, on était trempés, un truc de fou. Donc on n'a pas bu notre petit blanc en terrasse, on l'a bu au coin du feu. Oui, ça arrive. Ouais. En général, il fait beau. C'est ça, mais pas là. Mais il y a quelques éditions où ça a dérouillé. Ouais. Et donc du coup, comment ça se passe déjà avant de partir, souvent, je sais que j'ai interviewé Philippe Croison qui me disait que juste avant, il s'était dit mais qu'est-ce que je suis con. Alors moi, j'ai pas du tout ce fonctionnement-là parce que j'ai vraiment choisi de le faire. Je me suis préparé pour, et donc je me suis plutôt vu comme un invité privilégié. On est tous dans des vies qui sont très accélérées, on a l'impression que tout va très vite, d'autant plus vite. Alors ça a toujours été très vite, on est simplement plus sursollicité. Donc moi, le fait de pouvoir me retrouver seul pendant autant de temps, j'ai vraiment pris ça comme un privilège. Après, je savais pas comment j'allais le gérer. Parce qu'entre la vie sur Terre et la vie en mer, et voilà, donc je me suis préparé au mieux pour traverser. Ouais. Voilà, donc moi Ça a été quoi du coup ta préparation, alors surtout mentale? Alors mentale, j'ai plutôt, moi ce que j'appelle, la préparation mentale que j'ai faite, c'est plutôt gérer mes peurs, traiter mes peurs. Moi j'aime pas l'eau, le fond, quand je vois pas le fond, c'est panique à bord, voilà. Là je sais que plusieurs fois pendant la traversée, je dois gratter ma coque, voilà. Ça pour moi c'est mon très grand moment de solitude. C'est quoi? C'est devoir aller dans l'eau et... Ouais. Devoir aller dans l'eau avec 4000 mètres de fond et gratter ton truc tout seul au milieu. Alors ça, moi, c'était flip à mort, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait un stage que font les pilotes d'hélicoptères et de Canadair qui se crachent en mer, et j'ai pas du tout rigolé, mais j'ai beaucoup appris sur moi déjà. Premièrement, pas paniquer, sortir si possible par la bonne sortie, sans se blesser, analyser la situation, même pouvoir y retourner de nuit, récupérer le matériel de survie et attendre des secours. Dans les meilleures conditions, si on peut dire que dans ces cas-là, il y a des meilleures conditions, quoi. Donc je suis pas plus à l'aise dans l'eau, j'ai toujours peur du fond, mais par contre, j'y étais avec beaucoup plus de confiance en moi parce que je savais que si ça m'arrivait, j'avais mon plan A, mon plan B, mon plan C, voilà, pour pouvoir passer à une autre étape. Ouais, tu avais anticipé tout pour pouvoir faire en sorte, même si on peut, j'imagine, jamais tout anticiper. Non, parce qu'en fait, rien ne se passe, mais c'est pareil dans la vie de tous les jours, rien ne se passe jamais comme prévu. Voilà, donc le fait de se préparer, c'est uniquement la capacité que tu vas avoir à réagir au mieux face aux imprévus, c'est tout. Mais comme ça se passe jamais comme prévu, voilà, tu fais avec ce que tu as. Mais si tu t'es préparé, tu as plus d'armes, effectivement, pour mieux réagir, quoi. Ça a été quoi ta plus grande surprise? La mer déjà, grosse tempête, hauteur de vague, quand tu as des immeubles de 4 étages qui te tombent dessus, c'est très particulier. C'est flippant, Après, t'as aussi tellement belles choses, les nuits étoilées, il n'y a aucune pollution lumineuse en mer, donc t'es seul, t'es assis sur l'eau, et tu peux ramasser les étoiles à la main, voilà, moi j'ai un oiseau qui s'est posé sur mon bras. Génial. Ouais, j'ai vécu des choses à la fois, moi j'aime bien faire ce parallèle, à l'époque à peu près 42 ans, puisque je suis parti à 41, j'ai mis 42 jours, c'est quasiment une journée en mer égale une année sur Terre, tellement c'est dense, condensé et puissant. Ouais. Donc j'ai grandi vite. Ouais, t'étais un peu les années chiens en fait. Ouais. et du coup, t'étais en contact avec tes proches? Alors t'as un téléphone satellite, donc j'avais un téléphone satellite. Après, la voix passe très mal parce que le bateau, faut l'imaginer, il fait 1m60 de haut, donc il est très bas. Donc t'es toujours en dessous du niveau de la mer quasiment. Mais par contre, les SMS passent très bien, et on s'était fixé avec mon épouse que moi j'appelle une fois par semaine, tous les samedis à 10h UTC. Voilà, pour que ce soit vraiment calé et que moi je puisse me préparer. Ouais.
et puis qu'eux puissent se préparer. Donc oui, on avait un appel une fois par semaine. Puis après, il y a beaucoup d'échanges de SMS. Alors pas trop au début, parce que moi, j'ai rien compris au début et j'ai été accaparé par beaucoup de choses. On parlait tout à l'heure de tout ce que tu as prévu. Tout ce que j'avais prévu, rien s'est passé du tout comme je l'avais imaginé. Je trouvais rien à bord. Enfin, c'était un bordel innommable. Et j'ai mis une grosse semaine, 10 jours avant de me faire mon petit chez moi et mes petits rituels qui m'allaient bien, quoi. Quand tu dis de préparer, c'était de préparer techniquement ou physique ou mentalement? Il y a tout. La préparation physique, elle est importante parce qu'il faut imaginer, c'est entre 10 et 12 heures de rame par jour pendant, au départ, tu le sais pas. Ça peut être 40, 50, 60, 70 jours. Et quand tu commences la préparation, tu l'as pas fait une seule fois. Oui. Donc le gap, il est monstrueux, quoi. Donc tu te prépares physiquement pour, entre guillemets, au moins être au rendez-vous physique. Mais après, tu t'écoutes beaucoup parce que c'est pour aller au bout, il faut faire attention à soi. Donc tu passes autant de temps à t'étirer, à te crémer, à faire attention à toi qu'à ramer, quoi. Ouais. Et donc là, tu peux dormir, évidemment, tu peux dormir, mais tu peux être allongé dans... Oui, tu as une petite cabine qui fait à peu près 3 mètres cubes. Okay. Donc c'est vraiment petit, c'est comme un cocon. Mais oui, tu peux t'allonger. Après, tu peux jamais être debout. Tu es toujours soit assis, soit allongé, quoi. Ouais. Donc c'est assez exigu, mais c'est la bonne taille pour traverser, quoi. Et quand tu arrives sur Terre, il se passe quoi? Il se passe le mal de terre. Ouais. C'est-à-dire que tu mets une bonne dizaine de jours avant de passer un pas de porte sans le prendre dans le front le premier jour, puis dans l'épaule, puis après tu mets la main et une fois que le corps est passé, tu sais que c'est bon. Ouais. Mais au début, tu as l'impression que ça va passer, ça passe pas du tout. Donc ouais, tu as une bonne semaine de remise à plat, quoi. Ouais. Et comment ça se passe au niveau mental une fois que tu dis ça y est, je l'ai fait? Moi, quand je suis arrivé, en fait, t'as un vrai moment de plénitude. C'est ça que t'as réussi. T'es arrivé, t'as les visages de tes proches, les regards, t'es bien. Ouais. En fait, t'es vraiment, il n'y a pas d'excitation, c'est un vrai moment de plénitude. Et quand tu finis, tu te dis, est-ce que tu te dis, tiens, j'ai envie de me relancer un défi, ou là tu te dis justement, je vais profiter et... En fait, tu as manqué de tellement de choses, c'est-à-dire quasiment de tout, mais à la fois, tu avais l'essentiel. Et là, tu retrouves en fait tout ce que tu aimes, tes enfants, ton épouse, les copains, la bouffe. Tu vois, moi, le premier truc qu'on m'a demandé, c'est qu'est-ce que tu aimerais? J'ai dit, une entrecôte, paf, putain, il y a une entrecôte, tout est bon, quoi. Ouais. T'as pas de frais, donc c'est vraiment tout est super. Donc tu reviens vite, en fait, à la réalité. C'est une belle réalité. Par contre, tu la vois avec un œil qui est beaucoup plus affûté, qui est beaucoup plus, peut-être perçant. Pourquoi? Parce que des regards, on en a toujours plein, mais tu fais même plus attention, alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses dans les yeux, et voilà. Donc tu reviens des choses essentielles. Ouais. Et là, le retour au boulot, ça... Alors moi, c'était un cas particulier, puisqu'à l'époque, ce que je disais tout à l'heure, j'étais associé co-gérant dans une entreprise, donc c'est posé la même question que c'est posé avec mon épouse, et si tu ne reviens pas, et blablabla. Donc on a décidé de se désassocier, tout simplement, et de trouver quelqu'un, donc de faire cette transition pour que l'entreprise, il y avait une quinzaine de salariés, qu'elle puisse continuer. Si toutefois j'étais pas, quand je suis rentré, moi j'avais plus de boulot. D'accord. Donc le choix, en fait, il n'y avait pas de question à se poser sur reprendre quoi que ce soit, mais j'ai retrouvé assez facilement, parce qu'une fois finalement que tu as fait quelque chose comme ça, les gens viennent vers toi en disant, est-ce que tu voudrais pas faire ci? Tu dis oui, je l'ai jamais fait. Tu dis oui, mais t'avais jamais fait ça. Oui, c'est vrai. Enfin bref. Oui. Et ainsi de suite, quoi. Ouais. Et donc là, tu reprends un job. À partir de quand tu te dis que tu as envie de commencer à faire des conférences? J'ai mis 4 grosses années à digérer ce que j'avais vécu, et surtout à vraiment sentir l'envie de le partager, parce que j'aurais aimé, moi, peut-être que on me donne 2-3 trucs avant. Ça m'aurait permis pas forcément de gagner du temps, mais peut-être d'en perdre beaucoup moins. Et surtout de faire plus attention à moi pour être peut-être mieux avec mon entourage, et peut-être plus performant au fond dans ce que je faisais au quotidien, quoi. Et c'est quoi du coup ces conseils? Le premier, c'est toi. Sans avoir d'égoïsme, pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien soi. Ouais, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme positif. Ouais.
Mais souvent, t'es pris dans le feu de l'action, dans les réunions, dans les avions, dans les trains, enfin bref, dans les repas, et donc tu passes à côté de choses essentielles alors que tu peux te retirer ça et te garder des moments pour toi, mais ils sont toujours écrasés par d'autres choses qui peut se comprendre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais en tous les cas, le fait est qu'elles le sont, et que donc t'as pas de temps pour toi. Et qu'il y a un moment, quand tu lèves la tête, des fois c'est souvent trop tard, malheureusement, parce qu'on est mal fait pour ça. On attend souvent de se prendre un mur, ou une maladie, ou j'en sais rien, pour se rendre compte de ce qu'on aurait pu faire avant. D'où l'idée du podcast. D'où l'idée du podcast, d'où l'idée aussi de transmettre un peu ça. Si je prends cet exemple, c'est que pour aller au bout de quelque chose, il faut faire gaffe à toi, quoi. T'es le propre moteur de ta vie, et donc de la vie que tu as autour de toi, et des gens qui vont graviter autour de toi, et si tu veux donner, il y a un moment, faut avoir. Voilà, sinon tu peux plus donner, et à un moment tu comprends plus pourquoi tu n'y arrives plus, tu sais plus où tu habites, et en fait tu perds pied, sans même t'en rendre compte, quoi. Même si on te le dit. Donc la première clé, c'est écoute-toi, prends soin de toi. Ouais. C'est s'écouter, et c'est forcément la dernière chose qu'on fait, parce qu'on a tellement d'autres choses à faire. Oui, puis on nous a surtout appris que c'était pas bien de le faire. Il y a ça aussi, c'est que on nous a expliqué que s'occuper de soi, se regarder le nombril, c'était négatif, alors qu'il y a une façon de regarder. Il y a la personne qui ne pense qu'à son nombril, et il y a la personne qui prend soin d'elle pour justement être bien. Déjà, elle avec elle, et puis elle avec les autres. Ouais, puis il y a la pression que la vie nous met et qu'on se met aussi derrière. Après, il y a les responsabilités quand tu as des enfants. Enfin voilà, je vais pas faire de schéma là-dessus. Mais ça n'empêche que si tu ne t'autorises pas des moments et tu ne te réserves pas des moments à toi, quelle que soit la période, ça finit de la même manière, quoi. Ouais. Donc là, du coup, tu commences, tu dis, bon, j'ai besoin de mûrir, tout ça. Quand tu commences à prendre la parole, ça se passe comment ? Tu parles en conférence ? Ouais. Bah écoute, pour moi c'est quelque chose que j'ai vécu, donc c'est très incarné, c'est une belle aventure, et à la fois j'ai beaucoup travaillé en entreprise avant, et donc je sais comment ça se passe, hein, je l'ai vécu, je veux pas dire de légitime à en parler, mais en tous les cas, les parallèles qui sont faits, ils sont évidents. Ils sont vécus et incarnés. Et donc oui, c'est un plaisir de le faire, parce que à chaque fois que j'en reparle, c'est forcément d'autres choses qui sortent. C'est des publics qui sont différents, hein, puisque tu peux avoir des salles où il y a 5000 personnes comme 10 personnes, donc c'est plus intimiste. Donc il y a plus d'échanges, donc c'est c'est hyper enrichissant à la fois pour moi et à la fois pour les personnes avec lesquelles je discute et avec lesquelles j'échange. Ouais. Et à partir de quand tu te dis que tu as envie que ça soit ton activité principale ? Ben moi, je suis toujours quelqu'un qui, les questions, je me les pose pas trop. Quand je sens j'y vais, parce que je sais très bien que tant que tu te poses des questions, en fait, t'avances pas. C'est un peu ce que je disais pour la traversée. Tu vois, quand on me dit mais pourquoi t'as fait ça, j'ai toujours pas la réponse exacte à ça. D'une part parce qu'elle peut être très personnelle, parce que je me la suis pas forcément posée avant, mais par contre, non, j'ai la réponse à plein de questions que je m'étais pas posées avant. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est le plus important au fond. Et entre-temps, j'ai avancé, quoi. Donc aujourd'hui, du coup, tu es conférencier professionnel. Qu'est-ce que du coup, tu donnes des conférences à différents types d'entreprises ? C'est quoi ton quotidien ? Alors mon quotidien, je fais à peu près, on va dire entre 4 et 5 conférences par mois en moyenne. C'est beaucoup des entreprises. Après, j'ai beaucoup d'interventions. Je fais bénévolement, mais plus pour les enfants. Notamment dans les collèges, dans les lycées, quand je peux, parce qu'allumer une petite pépite dans l'œil d'un gamin, c'est toujours, je veux pas dire plus intéressant, mais en tous les cas, ça a de la gueule, et les échanges sont toujours très très chouettes. D'une part parce que j'ai des enfants qui à cette époque-là étaient petits, donc je vois aussi ce que ça peut donner, et puis ils sont surtout une espèce d'insouciance, et un truc qu'on a tendance à perdre. Donc je rallume ça, il n'y a pas besoin de faire grand-chose chez les enfants, et chez les adultes, oui, c'est rallumer cette petite flamme en fait qu'on a tous au fond de nous, mais qu'on a tendance à bien éteindre, à bien écraser, alors qu'en fait, elle demande qu'à s'enflammer, quoi. C'est ça. Trop chouette, ça. Et comment tu l'écoutes, ton intuition ?
C'est assez difficile parce que c'est forcément l'intuition, chacun l'a ou l'a pas. Moi, c'est vraiment quand je ressens les choses, j'y vais, je fais. C'est l'action qui me fait avancer derrière. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai pris la décision de faire, j'ai plus de doute par rapport à la décision, mais c'est plutôt place à la remise en question, à la préparation, à la discussion, à l'échange, au partage. Voilà, pour avancer et rectifier. Mais je suis en mouvement. Ouais, toujours en mouvement. Toujours en mouvement parce que sinon je trouve que c'est pas une perte de temps, mais tu peux passer ta vie à te poser des questions dont au fond on n'en a rien à foutre de la réponse. Donc ça a peu d'intérêt. Comment tu célèbres tes réussites ? C'est beaucoup en partage souvent avec des copains parce que j'aime bien partager des moments conviviaux, mais pour moi c'est plus un partage. Ouais. On réussit jamais seul, comme on échoue d'ailleurs jamais seul. Et le fait de l'intégrer, c'est important, c'est-à-dire que tu ramènes pas ça à toi, tu ramènes ça à chacun, parce que chacun a participé à ça. T'ont suivi, t'ont aidé, t'ont soutenu. Donc t'es jamais seul, donc c'est le partager. Trop chouette. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi ? Ah ben moi c'est vraiment sur le salon, hein. Quand le vieux m'a fait cette remarque qui m'a au fond fait rigoler, mais ça m'a aussi vachement déstabilisé, hein. Et je me suis dit, en fait, il a raison. Pourquoi ce serait pas à mon tour, en fait, de faire quelque chose d'extraordinaire, quoi ? Pourquoi ce serait pas mon tour, quoi ? Je dis souvent qu'on est tous des personnes extraordinaires et qu'en effet, il suffit juste de se réveiller. Moi, je suis un pouce au crime, hein. Donc c'est oui, c'est faire les choses et y aller, et surtout si on en a envie. Je dis souvent, quand on me pose la question pourquoi tu as fait ci, ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas la réponse, mais en fait la bonne question à se poser, c'est pourquoi toi. Au lieu de me poser la question à moi pourquoi j'ai fait ça, pourquoi toi il y a des choses que tu ne fais pas alors que tu as envie de les faire. Voilà, ça c'est plutôt une bonne question, quoi. Parce que le why de Simon Sinek, il y a un moment ça fait chier, tu vois. Il faut toujours avoir un why pour faire des choses. Ça c'est valable peut-être dans une entreprise, encore pour une grosse. Mais toi, t'as pas forcément d'avoir besoin de ce pourquoi. Alors moi, je crois qu'on a tous... Mais t'as plus besoin de l'envie. En fait, ma conviction, c'est qu'on a tous une raison d'être et qui correspond au pourquoi on est là. Mais ce pourquoi, en fait, il peut être très large et on n'a pas besoin d'avoir enfin, je veux dire, comme tu t'appelles le pirate, c'est parce qu'en effet, depuis toujours, t'as la mélodie de ta petite voix qui... Oui, il y a ça. Et puis c'est surtout au moment de la traversée. Donc avant le départ, il y a une émission qui existait sur France 3 qui s'appelait Vie ma vie. Oui, tout à fait. Voilà, et donc je l'ai fait avec quelqu'un qui est fou de piraterie. Okay. Donc le gars, il a jamais mis le cul dans l'eau, mais par contre, il s'habille comme un pirate. Ils viennent de l'Europe entière, ils se retrouvent. Donc, tu as fait le Vie ma vie de cette personne. Et lui, il a fait le Vie ma vie de moi sur le bateau. D'accord. Donc on a partagé nos existences et à la fin du truc, il m'a dit donc j'ai appris à tirer avec un pistolet à poudre. Enfin, je me suis régalé, quoi. J'étais habillé comme un pirate, on a mangé des saucisses grillées. Enfin, c'était génial, quoi. Et puis à la fin du truc, il m'a dit mais en fait, nous on fait les pirates, on fait les barbeaux sur la plage. Mais toi, les barbeaux, on va le traduire pour les gens qui sont pas dans le sud. Ouais, les barbeaux, bon, tu fais le malin, quoi. Voilà. Tu fais le malin. Donc nous, on fait le malin, mais en fait, on n'a jamais mis les pieds dans l'eau, quoi. Et toi, tu vas traverser. Donc il m'a remis en fait un camal, c'est un espèce d'ustensile qu'utilisaient les pirates. C'est un rectangle de bois avec une ficelle, avec 3 nœuds. Et si tu regardes au moment de ton départ le soleil à peu près à une certaine heure et que tu suis ça différemment, eh bien tu peux garder la même latitude. Donc tu peux traverser sans aucun ustensile. Donc il m'a remis ça, il m'a dit bah voilà, t'es notre pirate. Bon voilà, donc j'ai accepté volontiers de jouer ce rôle-là. Ça marche du coup ce truc ? Je l'ai pas essayé, hein. Mais oui, ça marche. Ouais, ça marche en latitude. Ok. C'est-à-dire que tu peux tenir à peu près une même latitude. D'accord. Comment tu t'es retrouvé à faire le Vie ma vie ? Bah c'est quand j'ai commencé à préparer, il y a la Provence qui a fait un article, il y a France 3 qui a vu le truc, voilà, ils m'ont appelé, bah ok, quoi. D'accord. Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas ? Ouais. Je te laisse boire ton café. Vas-y. C'est quoi pour toi la réussite ? Bah, la réussite, je pense que c'est faire ce qu'on a envie de faire et le mener au bout. Voilà. Et essayer tout du moins de le mener au bout. Le reste... Et un échec ?
Bah, c'est la même chose. Mais on l'a raté, quoi. Mais en fait, l'échec, il fait partie intégrante de la réussite. Moi, c'est pas que j'aime pas ce mot-là, parce qu'il est extrêmement péjoratif dans nos contrées. Mais c'est un aléa qui fait partie du chemin. Donc c'est un aléa qui est plus puissant que d'autres, parce que forcément, il entraîne une méchante remise en question. Mais si on le prend comme une expérience positive, parce qu'on en tire forcément des choses positives, alors on grandit beaucoup plus vite d'un échec que d'une réussite. Donc c'est à prendre en considération, et c'est important. Parce que ça ne veut pas dire qu'il faut le regarder en permanence, sinon il t'empêche d'avancer. Mais par contre, si tu prends les bonnes choses et que tu t'en sers, alors c'est un tremplin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que le petit Pierre dirait s'il te voyait aujourd'hui? Le petit Pierre de 6 ans. Bien joué. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. Ah bah momentanément, oui. Mais le choix, ça reste quand même un sacré pouvoir, c'est-à-dire de faire ou de ne pas faire. Et c'est quand même important de savoir qu'on l'a et qu'il nous appartient. Il n'y a pas d'égoïsme dans une décision, parce que quelle que soit la décision qu'on va prendre, forcément elle est égoïste, puisque c'est toi qui la prends. Mais tu la prends dans le cadre d'un contexte. Donc elle tient compte de ton environnement, de tes envies, et donc ça reste ta décision. Par contre, ce qui est important, c'est que de ce choix, en fait, il ne doit pas être imposé aux autres. Il doit être tracté, il doit être emmené. Donc c'est pas parce que tu fais un choix que tout le monde va te suivre. C'est parce que tu fais un choix que tu dois faire le nécessaire pour embarquer avec toi. Donc c'est de ta responsabilité d'assumer tes choix. Et puis après, quand on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, en fait, on va embarquer plus naturellement les personnes, parce on sera sûr de soi. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de suivre quelqu'un qui est sûr d'elle qu'une personne qui est dans le doute, où du coup, ça va réveiller les doutes chez la personne qu'on va solliciter. Ouais, forcément, mais moi je dis souvent que tu sais pas, quand tu as pris ta décision, tu sais pas si c'est la bonne. On sait jamais si c'est une bonne décision. Mais par contre, elle est prise. Donc c'est quand même de ta responsabilité de faire le nécessaire pour emmener avec toi, pour expliquer, pour convaincre. Voilà, c'est une énergie supplémentaire que tu dois mettre pour pas te retrouver seul comme un con dans ta décision, quoi. C'est juste basique, quoi. Mais souvent on l'oublie parce que on pense que c'est le plus difficile. Ça reste le plus difficile parce que ça va forcément changer un certain nombre de choses, mais ça n'est que le départ. Ouais. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie? Ouais, certainement la mort de mes parents. Et comment tu l'as traversée? Bah, je pense comme beaucoup de monde. C'est des moments où tu comprends pas forcément. C'est un choc violent. C'est long à comprendre. Et puis à la fois, c'est tu vois, tous les petits trucs où avant ça t'embêtait, maintenant t'aimerais bien que ce soit là, quoi. Donc ça te remet finalement à ta place. Mais t'avais pas forcément besoin de ça. T'avais quel âge? C'est quelques années après la traversée, donc 45 ans. Ouais, donc hyper jeune. Hyper jeune, non, il y en a qui les perdent vraiment très tôt, voire qui les ont peu connus. Moi, j'ai eu la chance quand même de beaucoup les côtoyer. C'est toujours trop jeune. C'est quoi tes plus grandes peurs? Ouais, j'en ai plus beaucoup, mais ça reste toujours le pas voir le fond. Ouais, ça reste pour moi une peur. Alors, je suis certainement mal. C'est les dents de la mer, c'est ce genre de film à la con. Mais oui, ça reste pour moi quelque chose. Genre quand je vois pas le fond, c'est pas. Tu me verras jamais nager au large. Voilà. Ouais. Et dans la vie, à part aller nager au large? J'en ai plus du tout. Avec ce que j'ai fait en fait, ou ce que j'ai réalisé, ce que j'ai vécu, rien ne me fait peur. À partir du moment où j'ai décidé de le faire et où je vais me préparer pour et m'entourer pour. Et en fait, ça me fait pas peur. Au contraire, je sais qu'il y a autour de moi des gens qui ont les éléments que moi je n'ai pas, qui vont m'apporter la confiance que moi je n'ai pas, et qui vont m'accompagner parce que je vais faire le nécessaire aussi pour leur rendre cet accompagnement. Voilà, c'est un échange, c'est du partage et on n'est pas seul en fait face à nos peurs. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? De mes enfants. Et de mon épouse aussi, parce qu'elle
Je dis toujours que toutes les limites, en fait, ça commence par ça commence par le boulot que tu as, ça commence par tes enfants, ça commence par tes peurs, etc. Mais mon plus gros exploit, mon plus grand exploit, c'est certainement qu'on soit toujours ensemble. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand tu me disais que tu étais encore avec la mère de tes enfants, avec l'aîné à 21 ans. C'est chouette. C'est génial. Ouais. Ce week-end, on disait, on est dans une région qui est magnifique, mais le grand est redescendu de Paris parce qu'on le voit très peu. Il commence à voler de ses propres ailes. Bon, tu fais un petit barbecue au soleil. Ouais. C'est sympa. Comme dirait mon fils de 12 ans, t'es bien. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui te rencontrent et qui se disent « Ah, génial, t'as fait la traversée de l'Atlantique, mais tu n'en es là que grâce à de la chance ». Ah la chance, oui, il y a certainement la chance pour moi. C'est un terme un peu galvaudé puisque finalement, si tu veux savoir si tu en as ou pas, faut quand même tenter ton coup, quoi. Donc c'est avant tout la saisir. Et c'est pas que de la chance, c'est énormément de préparation, c'est un gros travail derrière pour réussir ce que tu as, la chance entre guillemets que tu as saisi. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que du coup tu voudrais donner aujourd'hui? Ouais, il y en a un, c'est qu'il n'y a pas de hasard à partir du moment où tu as un objectif qui est clairement fixé et identifié et daté. Il n'y a pas de hasard, quoi. Ça veut dire que si tu arrives à ton objectif, c'est parce que justement tu te l'es clairement identifié et daté, donc c'est pas un hasard si tu réussis. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, mais ça c'est, on va dire que c'est mon parrain qui m'a aidé pendant la traversée et qui m'a dit... puisque moi je me faisais un monde de ce qu'il y avait entre Dakar et Cayenne, on a parlé de toutes les peurs, la hauteur des vagues, est-ce que mentalement j'allais être au rendez-vous, toutes mes questions à la con sur comment j'allais m'orienter, tout ça, il m'a dit Pierre, tout ça t'as pas tort, ça peut être compliqué, voire très compliqué, voire carrément vraiment la merde. Il m'a dit mais par contre, si tu as le mal de mer, ça va être compliqué tout de suite. Donc j'ai vite compris qu'en fait il fallait être prêt dès le départ. Pour ce que tu fais. Et ça, c'est ce que je remets vraiment en place à chaque fois. C'est-à-dire que souvent, on a tendance à partir avec la fleur au fusil, mal préparé, et on est persuadé qu'on a ce qu'il faut, alors qu'il faut être prêt pour le départ. T'as eu le mal de mer? Non. Non, mais moi, j'en avais fait vraiment une priorité, parce que si tu as le mal de mer, tu te fais rabattre sur les côtes, tu peux pas t'éloigner. Enfin, c'est un vrai... Comment tu peux faire pour lutter contre le mal de mer? Il y a plein de possibilités. T'as déjà... Moi, j'ai déjà t'emmènes des bananes et du Coca-Cola. Banane, pourquoi ça ressort aussi bien que ça rentre? Donc ça t'abîme pas la trachée si t'es malade. Coca-Cola, c'est pas pour le côté anti-nausée, c'est plus pour le côté sucré. C'est-à-dire, comme t'arrives plus à t'alimenter, etc. Ce petit coup de sucre peut te permettre de passer à autre chose. Puis après, il y a les lunettes anti-mal de mer qui ont été brevetées par un médecin d'Olioul, qui sont géniales, quoi. Et puis après, tu as des médicaments forte nausée. Voilà. En fait, c'est toute une gestion. Oui, t'anticipes tout au cas où. Ouais. Et tu as un plan A, un plan B, un plan C. Et puis tu peux aller jusqu'à des traitements vraiment type traitement anticancéreux. Moi, j'ai pas eu besoin d'aller jusque-là, quoi. Mais tu sais que tu peux passer ce cadre-là. Et il y a surtout le côté départ, c'est tamariner. C'est-à-dire passer du temps sur le bateau, il y a d'aller faire le fameux barbeau à terre. T'es sur ton bateau et tu habitues ton corps, en fait, à ce mouvement, à rentrer à l'intérieur, à ressortir, à rentrer, à ressortir. C'est un sujet aussi, c'est déjà de pouvoir rentrer dans la cabine, rien que ça, c'est... C'est plus qu'un sujet, parce que moi, quand on a mis le bateau au mouillage dans la baie d'Engorge, j'ai ouvert pour la première fois le panneau, j'ai tout vomi dedans, j'ai refermé, je dis putain, excellent le départ. Ça commence bien. C'est quoi tes prochains défis? Je me suis beaucoup mis au trail et à l'ultra trail. Alors, quelques temps après la traversée pour faire la diagonale des Fous, que j'ai fait 2 fois. Et là, le prochain, c'est la PTL, c'est la petite trotte à Léon. Donc, c'est dans le cadre de l'UTMB, c'est fin août. C'est le grand tour du Mont Blanc. Ah oui, donc là, c'est l'UTMB, c'est le petit tour, et là, c'est le grand. Ok. L'UTMB, c'est ce que moi j'ai dit, l'UTMB non, parce que s'il y a trop de monde, ouais, maintenant, c'est assez, mais la PTL, oui. Ok. Parce que c'est en équipe, c'est en quasi-autonomie, il n'y a pas de balisage. Voilà, et t'es en montagne entre 2 et 3 000 mètres pendant 5-6 jours.
Voilà, donc c'est une vraie belle aventure par des endroits où personne ne passe jamais parce que le tracé n'est jamais le même. Tu l'as un mois avant, donc personne ne peut repérer. Voilà, donc c'est vraiment c'est une chouette balade. T'aimes bien quand il y a pas d'assistance et de repérage avant? Ouais, alors j'aime bien aussi quand il y en a parce que c'est agréable. Un trail, ça te permet d'y aller tranquillement sans te perdre. Mais après, la vraie, véritable aventure, oui, elle est aussi seule. Hein. J'ai fait la grande traversée des Alpes avec un copain, avec mon alter ego, avec lequel on partage beaucoup d'entraînement et de moments chouettes en montagne. Et c'est aussi super quand il n'y a pas de dossard. Ouais. Parce que c'est à côté de la maison, parce que c'est pas très loin. On a un terrain de jeu en France qui est juste hallucinant, quoi. Encore faut-il bouger ses fesses et y aller, quoi. C'est ça. Si une personne nous écoute et est dans sa zone de confort inconfortable, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors moi, je dis souvent que c'est vrai qu'on est dans une zone qu'on dit zone de confort et en fait, très rapidement, on se rend compte qu'elle est inconfortable. Donc, c'est plutôt une zone d'inconfort. Alors, l'objectif de la sortie de zone de confort, qui est toujours l'espèce de terme galvaudé, mais ce qui est important, c'est que si on sort de ça, c'est pas de tout casser cette zone-là, mais simplement, ça permet de faire un pas de côté et de regarder la zone dans laquelle on est. Donc c'est plus un élargissement, une ouverture d'esprit, mais on a tendance, plus on avance, en fait, je pense souvent à l'exemple, les enfants, ils n'ont pas d'a priori. Voilà, c'est spontané, c'est naïf, les yeux brillent, c'est extrêmement vif. Nous, plus on avance, plus on s'en rajoute, et en fait, on se bloque de plein de choses. Donc il n'y a pas d'injonction à faire, mais si on ne fait pas, en fait, tout seul, on s'entoure de plus en plus de barrières. Donc faut les sauter de temps en temps, ça fait pas de mal, puisque ça permet de voir déjà qu'on est capable de le faire, et puis surtout qu'on n'est jamais seul derrière les barrières. Il y en a d'autres, ça fait des années qu'ils les ont sautés, donc ils vous tirent par la main, l'autre il vous emmène là-bas, et en fait vous faites des choses, au fond vous avez envie de faire, mais vous ne vous autorisiez pas à faire. Donc sortir de sa zone, c'est un peu ça, c'est s'autoriser à vivre des choses un peu plus pétillantes, un peu plus pimentées, mais sans que ce soit forcément des trucs de dingue, hein. Mais ça suffit pour avoir confiance, pour remettre un coup de confiance. Surtout, les gens vous en donner, en fait. Et c'est la base, quoi. On a souvent l'impression qu'on en a moins que les autres. Alors que souvent, quand on partage, on se rend compte que sur certains points, on en a plus. Et que si on part de ce constat-là, c'est-à-dire qu'on se dit les autres en ont moins que nous, ben dans ces cas-là, allons la chercher chez les autres. Ouais. Basta, quoi. Trop chouette. Est-ce que tu as un conseil de lecture à partager avec nous? Conseil de lire. Ouais, alors moi j'ai un bouquin, alors ça c'est pas du tout sur mais c'est sur le feedback. C'est Stéphane Mouriou qui a écrit ce bouquin-là et que j'ai trouvé génial parce que on est mal éduqué avec ça. On sait souvent c'est des feedbacks à la con, c'est souvent des critiques. Et quand on lit ce livre-là, en fait, on comprend mieux qu'un feedback c'est fait pour faire grandir, donc c'est apporter quelque chose. Donc en termes de management, c'est un vrai raisonnement, mais c'est valable aussi à la maison. C'est valable dans beaucoup de choses, et c'est un terme qui est, je pense, très très mal utilisé, alors que si on lit ce bouquin-là, en fait, on l'intègre comme un langage. Ça s'appelle L'art du feedback, d'ailleurs, son livre, et c'est vraiment intéressant, quoi. Ouais. C'est super intéressant. Ouais, moi je sais que souvent, alors j'ai pas lu ce livre-là, mais j'avais lu quelque chose d'autre sur le sujet. Et puis dans une session de coaching à l'époque où j'étais en entreprise, on nous avait briefé sur le comité de direction et c'est ce qui est hyper intéressant de voir qu'il y en a qui n'arrivent pas à recevoir même un compliment. Et du coup, justement, mes enfants, je leur dis voilà, mon fils il dit un truc à sa sœur, je dis mais demande-lui si elle est prête à l'entendre maintenant, parce qu'en fait, déjà, la première chose dans un feedback, c'est de savoir demander à l'autre s'il est prêt à accepter le feedback tout de suite. Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas envie, en fait. Ouais, puis un feedback, c'est pas un règlement de compte. C'est ça. Et puis, l'idée, c'est d'apporter quelque chose de positif, d'être dans le concret. Exactement, c'est prendre un peu de hauteur et une autre dimension par rapport au retour, quoi. Ça change. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est plus long à formuler, mais après, c'est une gymnastique intellectuelle. Il faut se creuser un peu la tête. C'est ça. Ça me fait penser à l'époque où j'avais des managers, c'était à chaque fois « c'est bien, mais ». Oui, non, mais en fait, quand toute ta vie t'entends « c'est bien, mais », tu te dis en fait, tu t'as jamais... c'est jamais bien. C'est exactement ça. C'est jamais assez, c'est jamais ce qu'il faut, mais le problème dans ces cas-là, c'est pas toi, c'est la personne en face. On est d'accord. Mais c'est à toi de mettre... Parce que ce sera jamais assez bien. C'est ça. Donc le problème, c'est de son côté, c'est pas du tien. Ouais. Quoi. Mais du coup, de régler ça avec soi. Exactement. Ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Merci à mon épouse de m'avoir laissé vivre en fait ce que j'avais envie de vivre.
Ça, c'est quand même le. Et puis merci à mes parents qui m'ont. Enfin, c'était un soutien juste incroyable, quoi. Et mes gamins, bien sûr. Enfin, c'était les premiers fans. Si je prends Inès et Valentin, ils étaient tout petits, mais c'était le bateau, c'était leur cabane, quoi. Si des personnes les écoutent et ont envie d'en savoir plus sur toi, donc tu as ton site icicommence-l'aventure.com. Oui. Si des personnes ont envie de te faire venir en entreprise, comment ils font? Ils te contactent sur ce site? Ouais, il y a le site, il y a LinkedIn, en tapant mon nom, Pierre Massalski, sur Google, c'est assez bien référencé, donc ouais. Top. Moi, j'en profite pour te remercier. Merci en plus d'être venu jusqu'à moi, et puis merci à Eric de nous avoir mis en relation. Merci Charlotte, merci Eric, oui, d'ailleurs il te passe le bonjour, j'ai eu un petit message de lui avant. Je voulais lui envoyer un petit message après. Je l'ai fait avant. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être, comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»